À mon tour de remercier tous les organisateurs et particulièrement mon ami, notre président de la Société marocaine d'anesthésie et réanimation. Et on m'a demandé de répondre à la question comment réduire la durée de l'antibiothérapie à visée curative en réanimation. Alors, comme vous le savez, 60 à 70% des malades de réanimation reçoivent des antibiotiques. Et bien sûr, c'est l'un des services où il y a une prévalence élevée des résistances bactériennes. L'émergence de la résistance bactérienne est actuellement dramatique à l'échelle mondiale, puisque elle pose un grand problème, celui de son existence, et en regard, il n'y a pas ou peu de nouvelles molécules d'antibiotiques. Alors cette émergence des résistances bactériennes, pour la maîtriser, il faut passer par deux étapes. Tout d'abord, une étape d'hygiène. Il faut la prévention de la transmission croisée par l'application de mesures d'hygiène, et puis la mise en place de politiques de maîtrise de l'antibiothérapie en mettant en balance les bénéfices d'une telle politique avec réduction des effets indésirables et des coûts, mais d'un autre côté, le risque collectif de voir encore plus développer cette résistance bactérienne. Alors, du bon usage des antibiotiques, ça s'articule sur 3 points. Réduire l'exposition aux antibiotiques, assurer une désescalade, et puis le sujet de mon topo, réduire la durée de l'antibiothérapie. Et quand on parle de réduction, c'est réduire la durée conventionnelle vers une durée beaucoup plus courte. Tout ceci dans le cadre de la prévention de l'émergence de résistance bactérienne. Alors, est-ce qu'on peut réduire? Oui. Il y a beaucoup d'études qui montrent que, aussi bien dans l'infection intra-abdominale que dans les pneumopathies acquises sous ventilation, qui sont les pneumopathies qui sont les infections les plus courantes en réanimation, eh bien, quand on réduit 8 jours versus 4 jours, 8 jours versus 15 jours, eh bien, nous avons le même taux de mortalité. On n'a pas plus d'événements. Et sur l'étude présentée par Montravers dans l'essai du RAPOP, donc l'antibiothérapie raccourcie dans les péritonites post-opératoires en 2016, on remarque qu'on fasse une antibiothérapie de 8 jours ou de 15 jours, il n'y a pas de différence entre les deux groupes pour les critères de jugement, à savoir la durée de séjour en unité de soins intensifs, la durée de séjour hospitalier, l'émergence de bactéries multirésistantes, la réintervention chirurgicale et même la mortalité à 45 jours selon les facteurs de sévérité, de gravité, d'obésité et d'âge. Donc, on peut réduire, et pour cela, les prérequis pour une antibiothérapie de courte durée sont les mêmes que celles d'une antibiothérapie efficace. Donc, il faut que ça soit efficace, que ça soit safe, donc que ça ne coûte pas, pour essentiellement le coût écologique. Et il faut reconsidérer l'antibiothérapie débutée dès le 2e, 3e jour et aussi au 7e jour, en se basant bien sûr sur des arguments cliniques, la défervescence thermique, le sevrage des amines vasopressives, les paramètres hémodynamiques, respiratoires, gazométriques, mais aussi sur des arguments biologiques, à savoir la CRP, l'hyperleucocytose, et je dois faire un zoom sur l'utilisation de la procalcitonine comme un élément d'aide à la réduction de l'antibiothérapie curative. Et nous avons à notre disposition déjà 8 méta-analyses qui montrent que lorsqu'on réduit la durée en se basant comme aide sur le dosage de la procalcitonine, on constate qu'il n'y a pas de différence en termes de mortalité à 28 jours, même en réduisant cette durée. Ainsi, pour conclure, il faut agir à 2 niveaux. À l'échelle individuelle, c'est tout ce qu'on met dans ce qu'on appelle le bon usage des antibiotiques. Et puis, à l'échelle organisationnelle,
Il faudra connaître l'épidémiologie et l'écologie bactérienne, aussi bien de son pays, de sa région et de son service, avoir des référents antibiotiques, le trio réanimateur, microbiologiste et pharmacien est essentiel, c'est une réflexion de groupe pour préserver les molécules, pour mieux traiter les patients, mettre des protocoles pour l'antibiothérapie à l'échelle des services, voire à l'échelle des hôpitaux. Et ces protocoles, pourquoi ne pas aussi senioriser les prescriptions des antibiotiques? Enfin, il faut assurer la formation et l'information aussi bien du personnel médical que paramédical. L'éducation thérapeutique est essentielle pour le patient. Et enfin, il faut agir au niveau de la population pour qu'elle soit la moins demandeuse de l'antibiothérapie. Ainsi, nous devrions nous ériger en gardiens des antibiotiques à tous les niveaux, aussi bien au niveau du prescripteur qu'au niveau de celui qui livre l'antibiotique, qu'au niveau de celui qui la reçoit. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Sifil Ali. Je voudrais féliciter les organisateurs parce qu'ils ont très très bien fait les choses. Après ta présentation, il y a une présentation sur le stewardship et tu as fait une très belle introduction à ce niveau-là. Donc, il y a une première question. Est-ce qu'il y a des protocoles chez nous, donc marocains, ou dans d'autres pays en voie de développement, des protocoles en termes de durée d'antibiothérapie? Alors, y a-t-il des protocoles? Je suis peut-être incapable de répondre à cette question, mais mon ami en face, Tariq, le professeur Ndan, me fait oui avec la tête, puisque ça dépend essentiellement des volontés personnelles au niveau des différents services. Et donc, il faut s'organiser, il faut commencer à faire chacun d'abord dans son service, dans son hôpital, des protocoles, senioriser les prescriptions des antibiotiques et aussi informer et pousser dans la population, faire de la publicité à ne pas utiliser les antibiotiques. Parce qu'au fait, là on était dans la médecine humaine, on va dire, mais les antibiotiques sont utilisés aussi au niveau vétérinaire. Et donc, nous mangeons obligatoirement aussi bien des viandes bovines que des volailles, et qui reçoivent beaucoup d'antibiotiques, et on a beaucoup de résistances croisées. C'est pourquoi il faut que ça soit une réflexion non seulement à l'échelle de la pratique de la médecine, mais aussi à l'utilisation des antibiotiques à tous les niveaux. Je pense qu'il y a un grand travail à démarrer, à initier dans chaque hôpital, principalement à travers le clin. Ouais. Et justement, à l'hôpital Ibn Sina à Rabat, il y a un grand travail qui a été fait par le maître, professeur Boukra, professeur Zeuzi. Et par la suite, le clin actuel est présidé par le professeur Madani. Je pense qu'il y a un grand travail qui a été fait dans ce sens. Mais il y a encore des choses à faire, évidemment. Ouais. Il nous reste quand même un peu de temps. Il nous reste un peu plus de 3 minutes pour discuter un petit peu. Alors, durée d'antibiothérapie, est-ce qu'il y a de nouvelles données? Donc, tu as montré un peu des données plus ou moins anciennes sur les pneumonies nosocomiales, par exemple, sur les péritonites primaires. Donc, où on peut faire. Et est-ce qu'il y a de nouvelles données en termes de durée d'antibiothérapie? Alors, en matière de durée d'antibiothérapie, c'est quelque chose qui est vieux comme les antibiotiques. Pourquoi? Parce que depuis le temps, on a essayé monodose, une journée d'antibiothérapie, 3 jours, 4 jours. Et puis on a surtout la durée, c'est une affaire ça tranquillise le prescripteur. Si je fais 10 jours, j'ai un malade qui a un choc septique et que je traite que pendant une semaine, alors là on a une phobie, on a peur que ça ne marche pas. Donc il faudrait connaître ce que tu sais très bien, la pharmacocinétique, la pharmacodynamie des médicaments, savoir quels sont les antibiotiques, les germes et les résistances naturelles. Alors, il est prouvé qu'avec une seule dose d'un antibiotique, on modifie le microbiote
intestinal, microbiote cutané, microbiote génital. Et ça a des conséquences sur l'antibiorésistance qui, je le rappelle, est un phénomène naturel. Il y a des germes résistants naturellement. Mais l'antibiothérapie abusive ou les mésusages des antibiotiques favorisent l'aggravation de cette situation. Et nous sommes actuellement confrontés à des tautorésistances, à une pauvreté en termes de nouvelles molécules. Donc, il faut réduire, je pense que la procalcitonine, même si tu aimes la CRP, mais la procalcitonine fait aussi bien, même mieux. Elle fait mieux que voilà. Non, alors la cherté, il faut voir le coût global d'hospitalisation, d'infection nosocomiale, de résistance sur l'écologie du pays, sur l'écologie du service. Il ne faut pas regarder que le coût limité au coût direct. Il y a justement une question Agadir sur ta ville, là, sur la procalcitonie et les infections pulmonaires. Est-ce qu'il faut céder de ça, soit pour démarrer, soit pour arrêter? Et puis il y a une deuxième partie qui dit, est-ce que le cycline, la rotation des antibiotiques, est-ce qu'elle a encore lieu d'être? Alors, pour la procalcitonie dans les infections pulmonaires, c'est l'une des meilleures indications. Pulmonaire, méningée. Alors, ça, c'est là où ça a été prouvé que ça a apporté des choses, dans les pneumopathies acquises sous ventilation. Pour le cycline... Pneumonie communautaire. Pneumonie communautaire. Donc, il faut voir la cinétique de la procalcitonie, il ne faut pas regarder que le chiffre. La cinétique est essentiellement importante entre une procalcitonine qui est normale et une procalcitonine qui s'élève. Il faut regarder. Bien sûr, c'est une aide. Ce n'est pas le seul moyen pour décider de l'arrêt. Nous connaissons la défervescence thermique. Nous connaissons la baisse des globules blancs, de l'hyperleucocytose. La CRP qui va baisser. Le sevrage des amines vasopressives quand on arrive à sevrer. L'amélioration des paramètres respiratoires. Tous ces éléments, c'est dans un cadre global, il ne faut pas regarder que la procalcitonine. D'accord, donc il faut l'intégrer dans un ensemble, on est d'accord, voilà. Aussi bien pour les pneumonies que pour les autres infections. Pour les pneumonies, c'est quand même un élément fort. Peut-être pas pour les malades de réanimation, et c'est la question qui suit et qui est de face, qui dit la procalcitonine, on en entend tout le temps, est-ce qu'il y a des limites chez les patients de réanimation? Et ça sera la dernière question. Alors, les limites chez le patient de la réanimation, c'est qu'effectivement, il y a des faux positifs dans certaines situations, mais je reviens à la cinétique. Il faut regarder la procalcitonine comme un élément de réflexion parmi tant d'autres, cliniques, biologiques, radiologiques, et décider de l'intégrer dans ça. Si vous avez tous les paramètres qui virent vers le rouge dans l'infection et que la procalcitonine est normale, vous n'allez pas ne pas traiter votre patient. Donc il faut rester vraiment dans un élément d'aide. Oui, juste pour terminer. Alors, pour les patients de réanimation, le problème de la procalcitonie chez ces patients-là, c'est que la procalcitonie, comme tous les biomarqueurs, n'est pas un biomarqueur parfait. Et que les patients de réanimation sont gravement infectés. Donc, on ne prend pas en compte ni la procalcitonie, ni la CRP d'ailleurs. On ne doit pas la prendre en compte pour démarrer. Par contre, on peut la prendre en compte pour arrêter. Donc voilà pour les malades de réanimation. Un dernier mot. Je n'ai, le long de tout ce que je viens de dire, je n'ai pas dit qu'il faut utiliser la procalcitonine. Non, mais c'est un message à passer. La procalcitonine ne doit pas être un élément pour démarrer le traitement, mais un élément pour gérer la durée de l'antibiothérapie et de son efficacité. Alors, c'est juste dans ce même sens, quand on parle d'infection respiratoire, il y a plusieurs études qui ont été faites dans le sens où on peut se baser sur la réponse clinique aussi pour arrêter le traitement. Et donc, c'est un paramètre qu'il ne faut pas aussi oublier et qu'il faut prendre en considération. Dernière réflexion, c'est aussi important de rappeler cette coordination entre l'équipe clinique et l'équipe de bactériologie, surtout dans certaines situations où il faut prendre une décision dans certaines situations à risque. Donc ça, c'est aussi un point important.